Bonjour à tous, je suis Alexandre Garabédian, le directeur de la rédaction de la GFI. Je suis très heureux d'animer cette table ronde consacrée à l'Union de l'épargne et de l'investissement, le nouveau nom de l'Union des marchés de capitaux. 2025, enfin, l'Union de l'épargne et de l'investissement, c'est la question qui est posée. Pourquoi enfin? Parce que quand on a préparé cette table ronde, Maya Attig nous a opportunément rappelé qu'en 2000, ici même, un ministre de l'économie, Laurent Fabius, avait expliqué dans son discours la nécessité d'avoir un marché des capitaux unifié en Europe. C'était il y a 25 ans. On espère que ça arrivera dans les 25 prochaines années. Voilà, donc, verrai-je l'union des marchés de capitaux avant ma retraite? C'est la question qui est posée et qui va être posée à nos intervenants. À côté de moi, Florence Lussmann, vous êtes présidente de la Fédération française de l'assurance. Inès Ramouni-Rousseau, vous êtes directrice générale des opérations de marché à la Banque Centrale Européenne. Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France. Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française. Philippe Sedbon, président de l'Association française de la gestion et directeur général délégué de Natixis. Et Alain Papias, vous êtes chairman de CIB chez BNP Paribas. On sent quand même, au-delà de la plaisanterie, que les mentalités évoluent, ou en tout cas qu'il y a des frémissements en Europe. On a eu 3 rapports importants l'an dernier, Noyer, Letta, Draghi, et puis on a un contexte macroéconomique et géopolitique qui plaide aussi pour que la souveraineté européenne et le besoin de souveraineté européenne passe aussi par des marchés de capitaux, des marchés de l'épargne forts et unifiés en Europe. Alors, est-ce que cette fois, pourquoi cette fois, ce pourrait être différent des 25 dernières années qu'on a connues? Maya Attig. Pourquoi serait-ce différent? Alors d'abord, merci de persévérer, côté Europlace, pour parler de ce sujet, pour le porter, pour montrer son intérêt et pour montrer surtout qu'il y a énormément de personnalités et de métiers différents qui contribuent à cet objectif. Cet objectif, c'est tout simplement de mieux financer l'Europe. Donc pourquoi est-ce que c'est différent? En fait, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'union des infrastructures, d'union des marchés, d'union finalement de quelque chose qui est assez immatériel. Et la grande percée réalisée par Christian Noyer et Enrico Letta l'année dernière, avant même le rapport Draghi, ça a été de montrer à quoi ça servait. Et on le sait tous ici à Europlace, l'épargne, ça sert à l'investissement dans notre avenir, que ce soit par le biais des crédits bancaires ou par le biais de placements de long terme, d'investissement en fonds propres, que ce soit dans des entreprises privées ou dans des infrastructures de toutes sortes. Donc en réalité, ce qui change, c'est la prise de conscience et c'est l'objectif qui est de croître. Alors je vous donne quand même juste un chiffre, ou même 2 en fait. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des marchés en Europe en comparant la part du financement des entreprises réalisée par les marchés. Donc schématiquement, cette part, elle est de 80% par les banques en zone euro, alors qu'aux États-Unis, c'est 38%. Et donc finalement, on s'est dit, ah mais ce qui serait bien, c'est que dans une masse de financement à l'économie, on ait une part des marchés croissante en Europe. En réalité, donc on regarde le sujet sous forme de vase communicant. Mais le vrai sujet, comme on dit, le vrai sujet, qu'est-ce que c'est? C'est que la taille des marchés en Europe, c'est 25 300 milliards, je rajoute les 300 milliards, je n'arrondis pas. Aux États-Unis, c'est 86 000 milliards. Donc en fait, le sujet, ce n'est pas tellement de basculer de l'un à l'autre, de faire des vases communicants à l'intérieur d'un petit pool. Le sujet, c'est d'augmenter la capacité de financement au service de l'économie. Et quand on regarde le sujet en termes de différence de taille, et même si on enlève de nos fameux 86 000 milliards les 7 magnificent, parce qu'on nous dit toujours « Ah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'ils ont des géants et tout », ils ont quand même 74 000 milliards aux États-Unis. Voilà. Donc, ce qui change, la prise de conscience et l'enjeu de croissance au lieu d'un simple enjeu de répartition. Philippe Sedbon, quand vous parlez aujourd'hui aux autorités européennes notamment, vous sentez ce changement d'état d'esprit? Bonjour à toutes et tous. Oui, assurément, parce que ça fait longtemps qu'on discute de ces enjeux-là, au niveau européen, au niveau domestique aussi. Et tu l'as dit, Maya, je crois que
enfin, mais je vais qualifier le enfin, mais enfin, on a une prise de conscience générale de l'importance de la compétitivité de l'économie européenne dans un monde, quelles que soient les évolutions dues à l'administration X, Y, Z, de toute façon, on vit dans un monde qui est quand même un monde ouvert et qui, quelque part, restera un monde ouvert parce qu'on ne va pas, de toute façon, pouvoir réindustrialiser tout. Et ça ne serait pas totalement bénéfique, d'ailleurs, pour l'ensemble des consommateurs. Mais, au-delà de ça, cette prise de conscience, elle est réelle. Elle est... les 3 rapports que tu citais ont fortement aidé à installer le débat. Mais c'est surtout parce qu'on est dans le mur, parce que le mur est très près, qu'il y a cette prise de conscience. On n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. Et ça fait 25 ans qu'on attend cette réaction. Et entre-temps, on voit bien l'écart de croissance économique, l'écart de performance pour les épargnants, pour les investisseurs, entre des marchés américains, des entreprises américaines. D'abord, oublions les marchés, entreprises américaines, producteurs de richesses, créateurs d'emplois, versus les entreprises européennes. Donc on est dans le mur. Donc il est temps d'avoir cette prise de conscience, avec beaucoup de retard. Donc allons-y, réagissons. Et pourquoi on peut se dire qu'on peut peut-être un petit peu plus optimiste que ce qu'on a été durant les 25 dernières années, c'est que enfin, le débat est installé. Il ne se passe pas une semaine dans nos interactions avec les autorités européennes, les parlementaires européens, les parlementaires français ou les pouvoirs publics français, sans qu'on évoque ces enjeux-là. Ça passe par des enjeux donc, de compétitivité, y compris compétitivité des industries sous-jacentes, les enjeux de la donnée, les enjeux de la simplification, tous des sujets qui étaient déjà sur la table il y a 10 ans, qu'on défendait, qu'on mettait en avant, et sur lesquels il n'y avait aucune volonté, en tout cas, de les prendre en compte. Je terminerai en disant que on peut être optimiste parce que le débat est là, mais c'est évidemment l'exécution qui va faire la différence, et la qualité de l'exécution et la forme d'exécution. Ce que je veux dire par là, c'est que si on continue à adresser les sujets, comme on l'a toujours fait, sous 2 angles, un en silo, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on parle de simplification, qu'on parle de compétitivité, qu'on parle de réorientation de l'épargne, on continue d'avancer sur des textes tels que Retail Investment Strategy, la façon dont ça a été amené, ou sur d'autres sujets. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne servira à rien une fois de plus. Donc, c'est bien une approche globale qu'on doit avoir, tant mieux des rapports tels que celui de Monsieur le Gouverneur ou l'État et Draghi aident à cette approche globale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est peut-être, enfin, j'espère fortement que au niveau européen, comme au niveau domestique d'ailleurs, au niveau européen, on va enfin mettre sur le même niveau les enjeux de compétitivité des industries, comme on a mis sur un piédestal la défense du consommateur. Il se trouve que le consommateur, il est lui aussi salarié, entrepreneur, retraité, futur retraité, donc c'est le même. Donc ça ne sert à rien de défendre un côté de la pièce si on laisse tomber l'autre face. C'est pure perte et on ne courra pas vite. Donc, 2 angles, approche globale, arrêtons les silos et enfin, mettons au même niveau. Il ne s'agit pas d'oublier la défense du consommateur ou la protection des consommateurs. De toute façon, on en serait incapable. Mais en revanche, de mettre au même niveau les enjeux de compétitivité. Merci. Alors vous avez parlé d'exécution, c'est important. On a eu des annonces la semaine dernière sur un label européen, Finance Europe. Christian Noyer, qu'est-ce qu'il faut en attendre de ce label? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelle est la logique du projet, ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut espérer en termes d'orientation de l'épargne vers l'économie? Quand on regarde ce qui manque pour faire croître le gâteau en termes de marché financier, on voit que ce qui manque le plus, c'est de l'investissement en actions. L'investissement en actions, on en a besoin parce que si les entreprises grandissent, elles peuvent évidemment emprunter, que ce soit sur les marchés, que ce soit auprès des banques, mais il y a d'ailleurs une continuité entre les deux, mais elles ont besoin d'equity pour garder un équilibre dans leur bilan et donc croître. Or,
quand on regarde le pool d'épargne en Europe, qui est absolument considérable, on a 35 trillions d'épargne en stock, on en a en réalité assez peu en actions. On en a un tiers qui est en dépôt bancaire, on en a une bonne moitié, une moitié à peu près, qui est en dépôt, plus les produits liquides à tout moment. Dans ce qui reste, il y a beaucoup d'achats de dettes à l'étranger, international. Donc pour simplifier, pour caricaturer, les Européens, quand ils sortent de leurs dépôts ou de leurs produits garantis, ils achètent des US bonds et des US treasuries. Et il y a quelques investissements qui reviennent de l'étranger en actions, ce qui n'est pas absolument formidable du point de vue de la souveraineté, entre guillemets. Et donc on s'est dit, il faut développer l'investissement en actions. Alors comment on fait et comment est-ce qu'on vient au label? On a regardé ce qui avait été tenté comme produit. La Commission, il y a quelques années, avait inventé un produit qui en soi était très, très malin, qui était ce qu'on appelle le PEP, un plan d'épargne personnel pour la retraite. Qui était un produit pan-européen. Donc ça a pris des années, on a fait une législation, on a fait un produit, c'est passé à travers tous les filtres. Le Parlement européen, au passage, a imposé des conditions qui rendaient ce produit non marchand, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de business case pour le vendre, parce qu'on avait capé la rémunération à un niveau tel qu'il n'y avait pas de business case. Et puis on a fait un produit à l'issue de tous les processus qui était tellement compliqué que de toute façon c'était à peu près incompréhensible pour les éventuels épargnants et impossible à gérer pour d'éventuels gestionnaires. Donc partant de là, un très bon concept, et voyant qu'après des années on arrive à quelque chose qui n'a donné lieu à aucune ouverture en Europe, on s'est dit il faut prendre une autre logique. Au fond, si on définissait quels sont les critères et si on s'appuyait sur ce qui existe déjà dans les pays en leur disant il faut peut-être simplement légèrement modifier tel ou tel produit pour avoir quelque chose qui réponde très bien à la fois à ce qu'on estimait être une demande potentielle et puis aux besoins de l'économie. Et au fond, en jouant sur l'imitation des meilleurs exemples, par les uns et par les autres, on arriverait peut-être à développer les choses. Et l'avantage, c'est que ça, on peut le faire sans passer par une lourde législation qui prend des années. Il suffit que les willing member states, les États membres qui sont volontaires pour aller de l'avant, se mettent d'accord sur les principes et aillent de l'avant. Alors c'est ça le label, on se met d'accord sur quelques principes qui ne sont pas très compliqués. Le premier principe, ça doit être de l'investissement à long terme qui n'est pas liquide à tout moment. Et donc qui n'a pas de garantie en capital intermédiaire, en tout cas avant l'échéance qui doit être relativement lointaine. Et c'est ça qui favorisera l'investissement en actions, parce que les produits qui sont liquides à tout moment, on voit bien pour des raisons prudentielles, ils sont très peu chargés en actions quand ils en ont. La seconde chose, c'est que ces produits doivent être ceux qui concentrent les avantages fiscaux. Donc là, on a peut-être des progrès à faire en France d'ailleurs, parce qu'on a quand même beaucoup concentré les avantages fiscaux sur des produits très liquides et très garantis, et un peu moins sur les produits actions. Troisièmement, il faut que ces produits privilégient une dose, disons, majoritaire, suffisante, conséquente d'investissement en Europe. Pas faire de la dépense fiscale pour favoriser l'investissement dans le reste du monde et aux États-Unis en particulier. Et quand on met ça bout à bout, on a quelques critères qui aboutissent à définir ce qu'on appellera un label. Merci. On voit les principes. Florence Lussmann, est-ce que un label peut vraiment déplacer beaucoup d'épargne et répondre aux problématiques qui ont été posées en début de panel? Alors nous, en fait, ce qui nous motive, c'est vraiment les enjeux de compétitivité économique de l'Europe et de la zone euro, et le maintien également de la souveraineté. Et vous avez fait allusion
modification de l'environnement géopolitique, je crois que c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte. Donc notre soutien à cette Union européenne de l'épargne et de l'investissement, il est fondé là-dessus, sur l'espoir qu'effectivement d'améliorer ces marchés européens, ça va permettre d'apporter une réponse en termes de compétitivité et en termes de souveraineté pour l'Europe. Et je crois qu'en la matière, les différents rapports qui ont été déjà cités étaient assez clairs. Donc nous, nos objectifs, c'est de favoriser la compétitivité, aussi celle d'ailleurs des assureurs. Je rappelle que quand même dans les 10 plus gros assureurs et réassureurs mondiaux, il y a 5 assureurs et réassureurs européens. Donc je crois que l'Europe veuille défendre ses champions, évidemment, on s'en félicite. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux citoyens européens de préparer leur retraite. On parle beaucoup du pension gap en Europe, et qui n'est pas du tout de la même nature suivant les pays, mais c'est un besoin évident pour nos concitoyens. Et du coup, effectivement, eh bien, d'accroître leur participation au marché européen de capitaux. Donc c'est dans ce contexte qui est apparu le label. Moi, je salue le caractère pragmatique de la démarche, puisque, comme vient de le dire Christian, il n'y a pas besoin d'années de travail réglementaire ou législatif à Bruxelles. Donc c'est pragmatique, puisqu'on va aller chercher à s'appuyer sur des produits qui existent, qui sont nécessairement très différents en plus d'un pays à l'autre, puisque finalement, tous ces produits d'épargne au sens large, ils sont très très dépendants du niveau de protection sociale dont on bénéficie ou pas dans les pays. Et là, c'est vrai qu'en France, on est assez champion en Europe, puisque dès lors qu'on est salarié, par exemple, on bénéficie déjà de pas mal de protection. Donc c'est pour ça qu'en France, l'épargne, c'est essentiellement de l'assurance vie, parce que l'assurance vie, elle est complémentaire par rapport aux besoins qui sont déjà couverts, en particulier dans les entreprises, par tout ce qui est protection sociale, soit la sécurité sociale, ou évidemment les assureurs quand ils font de la prévoyance. La deuxième qualité qu'on voit à cette démarche de label, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 7 pays, et l'Italie n'était pas très loin. Bon, ils n'ont pas signé la semaine dernière à Bercy, mais il y a une initiative conjointe pour lancer un label, donc en étant pragmatique, en s'asseyant sur des produits qui aujourd'hui existent, parce qu'effectivement, Christian a rappelé le flop du PEP au niveau européen, mais moi j'ai plein de flops aussi à rappeler quand des ministres, dans des temps reculés, ont voulu laisser leur nom à un produit d'assurance ou d'épargne, en fait, qui ne s'est jamais développé. L'épargne, c'est de la confiance, c'est absolument clé. L'assurance vie, c'est le produit de confiance des épargnants français. Il y a plus de 2000 milliards d'euros d'encours. Le PER, qui est un produit plus récent, puisqu'il est né avec la loi Pacte, rien que pour les PER assurances qui font l'essentiel du volume, on est déjà à plus de 100 milliards d'euros. Donc c'est extrêmement important de pouvoir répondre aux aspirations des épargnants, qui, je rappelle, à plus de 40% sont une aspiration à la sécurité. Et en face, des besoins d'investissement qui, effectivement, sont diversifiés. Entre les deux, finalement, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve l'assurance. Et pourquoi est-ce que l'assureur il a besoin d'autant de fonds propres ? C'est précisément parce qu'il exerce ce métier de transformation, de transformer d'un côté des investissements risqués. Je rappelle que sur les 2000 milliards d'euros, il y a 24% d'actions. Donc quand on nous dit qu'on n'est pas suffisamment risqué, absolument pas. Les bilans des assureurs sont très risqué, il y a 24% d'actions dedans, et au total il y a 63% des 2000 milliards qui financent directement l'économie, donc actions d'entreprise et obligations d'entreprise. Et la magie, si je puis dire, de l'assurance, c'est la mutualisation, et c'est le fait que par cette gestion actif-passif, on arrive à faire un produit qui, lui, est beaucoup plus sécurisé pour les épargnants et répond donc aux besoins de l'épargnant. Parce que je crois que si on ne prête pas attention aux vrais souhaits de l'épargnant pour placer ses fonds, on va faire des produits, on va essayer de booster des produits, mais qui ne répondent pas aux besoins. Évidemment, nous, on est prêt avec le PER, mais on est prêt aussi, je dirais, plus globalement avec l'assurance vie, qui a l'immense mérite d'avoir un horizon qui est en plus beaucoup plus long, parce que moi, ce qui m'a un petit peu surprise, pour être tout à fait franche, comme l'a dit Thomas Buber la semaine dernière, c'est l'horizon minimum 5 ans. 5 ans, c'est
beaucoup. Je pensais qu'on cherchait quand même des investissements beaucoup plus longs. La duration moyenne en assurance vie, c'est 13 ans. Et puis nous, de toute façon, à plus de 80%, on est investi en Europe. Donc il n'y a pas de problème avec ce critère des 70%. On a évoqué les sujets de fiscalité, de cohérence fiscale aussi en France, hein, c'est un vrai sujet. Il y a peut-être aussi des sujets d'évolution réglementaire, solvabilité 2. Philippe Sedbon, est-ce que voilà, on peut parvenir à l'objectif sans changer les curseurs qui commandent ces masses 2000 milliards en France et bien plus en Europe? Oui. Alors, en quelques mots là-dessus, hein, l'enjeu, je pense qu'il a été dit, c'est effectivement, le taux d'épargne est élevé. En fait, on ne manque pas d'épargne. C'est la destination de cette épargne ou l'orientation de cette épargne. Donc, l'envoyer, la flécher, pour peu qu'elle réponde, je reprends la phrase de Florence, c'est quand même qu'elle corresponde aux besoins, évidemment, des épargnants, des investisseurs. Il ne faut pas faire contre eux, et la fiscalité ne doit pas orienter contre leur gré le truc. En revanche, on sait tous qu'on a des besoins d'épargne longue. Il y a des enjeux démographiques considérables. Et donc, comment on oriente mieux vers cette épargne longue? Donc, je ne reviens pas sur ce que disait Christian Noyer et cette épargne en action. En revanche, on sent bien que pour initier la pompe, on va le dire comme ça, pour initier la pompe, on a besoin d'une incitation fiscale. Le seul label européen n'y suffira pas. Je m'associe aux commentaires aussi de Florence, c'est-à-dire que 5 ans, c'est court, et 70%, c'est faible. Les deux. Hein. Maintenant, on va pas... commençons avec ça, et puis on verra. Au moins, on aura quelque chose. Mais il va falloir initier la pompe. Pourquoi initier la pompe? Parce que l'enjeu majeur que nous avons, c'est de créer ce cercle vertueux d'orientation de l'épargne européenne vers l'investissement en Europe, vers les entreprises européennes, pour les rendre plus performantes, leur permettre d'investir dans l'innovation, leur permettre d'améliorer leur productivité, leur permettre d'améliorer leur compétitivité. Ces investissements-là permettant cela, ça va permettre d'avoir une hausse de la profitabilité des entreprises européennes, lesquelles attireront alors en cercle vertueux les investissements des Européens, plutôt que d'aller les mettre ailleurs, vers des entreprises qui sont plus performantes. Et donc c'est ce cercle vertueux que d'autres zones ont très bien compris depuis 50 ans déjà. C'est pour ça que je dis qu'on est peut-être un petit peu en réaction plutôt qu'en anticipation. Mais c'est ce cercle vertueux qu'il faut mettre en place. Pour le mettre en place, on a besoin d'incitation fiscale, au moins au départ. En tout cas, d'avoir les meilleurs niveaux d'incitation fiscale qu'on puisse avoir sur ces produits longs. Il ne s'agit pas d'aligner la fiscalité européenne, on y sera encore dans 25 ans pour reprendre votre expression, mais il s'agit bien de mettre en place le meilleur niveau de fiscalité propre à chaque zone pour orienter l'épargne vers le long terme. La meilleure fiscalité étant vers des épargnes liquides non risquées, remettons la fiscalité à l'endroit, pour reprendre une expression chère à l'AFG depuis, je pense, 25 ans à peu près. Le contexte ne s'y prête pas tellement, le contexte budgétaire, enfin de créer de nouvelles incitations fiscales en tout cas. Non, mais mettons les incitations fiscales là où on a besoin de les mettre et pour qu'elles soient productives. J'écoutais ce matin à la radio par hasard, hein, Amélie de Montchalin qui commentait la façon dont ils vont demander à chaque ministre d'eux, et donc je reprends son expression, c'était « assurons-nous que chaque euro public dépensé eh bien, un return qui soit supérieur à l'euro dépensé ». Ben là, c'est pareil. Plutôt que de verser des incitations fiscales à des endroits où il n'y a pas de return pour l'ensemble de la population que nous sommes, ou pour les entreprises, c'est les mêmes, ou pour finalement plus inciter à investir à l'extérieur de la zone euro, eh ben non. Soyons vigilants sur le denier public. Et donc, je suis d'accord, hein, il ne s'agit pas de mettre plus d'incitation fiscale et d'augmenter les déficits. C'est mettons-les là où on en a besoin. Est-ce qu'il faut aussi revoir les règles de solvabilité 2 pour les assureurs? Et surtout, est-ce que vous sentez, côté commission, une sensibilité à ce sujet-là? Florence Lussmann.
Alors on est encore dans une révision de Solvabilité 2. On a obtenu quelques aménagements sur justement le concept, enfin la charge en capital pour les investissements long terme en actions. Et donc ce qui est clé pour nous, pour toute l'assurance vie, dont le PER évidemment, c'est cette notion de durée d'investissement. D'où ma remarque tout à l'heure sur les 5 ans. Et effectivement, il y a eu déjà dans le passé un petit allègement des contraintes parce que c'est une possibilité qui est ouverte depuis longtemps, mais il y avait tellement de contraintes qui s'appliquaient à ce compartiment de l'investissement long terme en action que de fait, il ne pouvait pas être utilisé par les assureurs pour qualifier leurs investissements. Donc au fil de l'eau, on a un petit peu allégé les contraintes et là, on a un petit peu baissé la charge en capital. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rappelle qu'il y a quand même 24% d'actions dans les 2000 milliards d'euros investis par les assureurs. Donc bien entendu, si les pouvoirs publics veulent encore favoriser l'investissement en actions, eh bien, effectivement, il faut en tenir compte dans Solvabilité 2. On a fait allusion à la concurrence des actifs américains, notamment des treasuries. Est-ce qu'on peut créer une union de l'épargne et de l'investissement en Europe sans avoir un actif commun en euros? Imen Ramouni. Alors effectivement, moi je pense que c'est une très bonne question parce que si on regarde un petit peu le contexte actuel, ce qui frappe, c'est vraiment un changement de paradigme sur les marchés financiers. Et je pense que l'union de l'épargne et de l'investissement a aussi des opportunités à extraire par rapport à ces bouleversements. Alors, de quoi est-ce que je parle ici? Pour la première fois depuis la crise financière, depuis la crise souveraine, on a des marchés financiers européens qui sont considérés comme très attractifs par les investisseurs de partout dans le monde. Et ça, c'est l'effet miroir du fait que la confiance des investisseurs dans le statut de valeur refuge du dollar et justement des obligations d'État américaines a été écornée par les turbulences du mois d'avril sur les marchés financiers, les annonces erratiques que vous avez tous vues de l'administration américaine et plus récemment le downgrade et les débats budgétaires. Et donc les investisseurs aujourd'hui recherchent des valeurs refuges de substitution, et on parle des investisseurs internationaux ici, hein, c'est-à-dire une monnaie, des actifs qui les protègent quand la volatilité et l'incertitude augmentent. Et c'est très intéressant aujourd'hui que c'est précisément l'euro et les obligations d'État européennes qui ont joué ce rôle de bouclier protecteur en avril sur les marchés financiers, et un comportement qui s'est reproduit sur d'autres épisodes depuis. Et donc je dirais que là, on est vraiment dans une très bonne situation en Europe pour réaliser l'essai, c'est-à-dire non seulement notre épargne, effectivement, notre union de l'épargne et l'investissement, mais aussi accueillir des capitaux étrangers qui ne cherchent qu'à s'investir chez nous et donc créer un cercle vertueux, comme Philippe l'a dit, avec l'épargne que nous retiendrons en Europe. Et donc, comment faire ça ? Il faut vraiment pouvoir offrir maintenant une alternative crédible au marché américain. Vous avez sans doute lu le discours de Christine Lagarde récemment à Berlin qui dit qu'on vit un moment européen. Et je pense que cette attractivité et ce besoin de créer une alternative au marché américain, il existe pour tous les marchés, qu'il s'agisse des marchés actions dont on vient de parler, mais aussi du marché obligataire. Parce que les marchés de capitaux attractifs en général, c'est ce qui soutient l'investissement des entreprises, la compétitivité de l'économie européenne. Et ce marché d'actifs sans risque, liquide, intégré au niveau européen, si on arrive à le créer et à le faire croître, il favorise le développement de tout un écosystème de marché, puisque les actions, les actifs risqués, les obligations d'entreprise, tout ça, c'est des actifs qui sont valorisés par rapport à une référence de titre d'État. Et si on pouvait les valoriser par rapport à la même référence, au même référentiel européen, plutôt que les valoriser par rapport à des référentiels nationaux, il y aurait énormément d'avantages pour les investisseurs européens. Donc,
malgré le fait qu'aujourd'hui on est encore dans une situation où il y a trop de fragmentation sur les marchés obligataires européens, moi je pense qu'on peut aller vers une augmentation graduelle de l'offre d'actifs sans risque pour financer des biens communs au niveau européen. Et là aussi, je pense qu'il y a une complémentarité avec tout ce qui a été expliqué ici sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Alors on en avait parlé en 2020 au moment du Covid et du plan de relance européen qui avait été financé par des obligations Next Gen EU. On avait parlé de moment hamiltonien de l'Europe à l'époque. Bon, et puis cet actif sans risque n'a pas grossi au point de représenter une alternative aux T-bonds. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut imaginer de mutualiser une partie de notre dette? Bon, je pense qu'il y a plusieurs propositions. Il y en a qui sont un peu radicales, effectivement, dans cette dimension de mutualisation. Mais je pense qu'il faut tout simplement se dire qu'aujourd'hui en Europe, on a conscience qu'il y a des biens communs qui peuvent être financés au niveau européen. Et donc, l'initiative que vous mentionnez sur le Covid, qui était censée être une initiative temporaire, hein, je vous le rappelle. Donc, à partir de 2028, ces obligations sont censées être repayées. Je pense qu'il y a une possibilité d'envisager quelque chose qui serait plus permanent, d'accord, et qui permettrait en fait, de financer des biens communs européens, et on en a plusieurs. Évidemment, la défense, l'infrastructure, mais aussi tout ce qui est dans le domaine de l'écologie, et qui permettrait en même temps, alors ça, il faut l'avoir en tête, qu'il y a des avantages clairs à avoir un marché large, liquide, sûr, d'actifs sans risque, parce que, en fait, ça va diminuer les coûts de financement à terme, okay, dans le sens où les investisseurs qui acquièrent ces actifs sont prêts à avoir un rendement moins élevé pour bénéficier de la sûreté. Et ça, je pense que c'est bien pour l'ensemble de l'économie européenne, qui pourra avoir, comme je l'ai dit, comme référentiel de taux longs, des taux qui seront plus attractifs et qui seront aussi beaucoup plus stables en temps de crise. Donc c'est très stabilisateur en temps de crise. Une réaction là-dessus? Non. Alain Papias. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Imen. Je pense que par contre, ce qu'il faudrait, c'est que si on veut avoir un jour un marché des obligations souveraines, je parle des obligations émises par la Commission durable, il ne faut pas que ce soit des one-off. Et malheureusement, le problème de Next Gen EU, etc., et le marché, quelque part, a un peu pénalisé l'Europe parce que c'est un one-off. Et donc, il n'y a pas de liquidité dans la durée, à la différence des treasuries ou des emprunts d'État français, d'ailleurs. Et donc, il faudrait que l'Europe ait un programme d'émission régulier pour financer les programmes qui seraient mutualisés. D'une certaine façon, moi, en tant que citoyen, je suis un peu déçu par rapport à l'effort de défense, qui est quand même le sujet qui est au cœur de notre sujet, peut-être plus que les marchés financiers. Sur les 800 milliards d'investissements prévus par des chefs d'État, l'Europe ne va en émettre que 150 en mutualisé, et le reste, c'est chacun pour soi. Et bon, c'est mieux que ce soit 150 que rien du tout, mais ce n'est que 150. Ce qui veut quand même dire que entre les décisions politiques et la mise en œuvre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même un petit pas à franchir qui, de mon point de vue, n'est pas encore complètement franchi. Donc le wake-up call, à mon avis, n'est encore que partiel. Alors dans les moyens d'accroître la taille des marchés financiers européens, il y a aussi la titrisation, la relance de la titrisation. On attend un texte de la Commission européenne la semaine prochaine, je crois. Alain Papias, comment vous jugez ce projet de réforme, de ce que vous avez pu en voir? Vous savez, après 15 ans de présidence du comité de pilotage d'Europlast, je suis devenu comme Saint Thomas. J'attends de voir le texte parce que on me disait il y a 3 semaines, il y a des avancées majeures. Je comprends qu'on a tartiné maintenant un nouveau mot qui est pour moi totalement nouveau, qui est la titrisation résiliente. Donc je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire, parce que ça m'a l'air d'être nouveau. C'est comme la rapidité de l'omnibus. C'est un truc qui est en français, j'ai pas compris, donc je suis dans le dictionnaire, j'essaye de comprendre.
Et le problème va être, le diable va être dans les détails. Il faut traiter 2 sujets. Il faut que ce soit beaucoup plus simple, parce que là, on est quand même terriblement en retard par rapport aux États-Unis. Et il faut que les règles pour les investisseurs leur permettent d'investir dans ces papiers de façon souple. C'est-à-dire qu'il faut traiter le côté bancaire quelque part et de l'autre côté, le côté investisseur chez les assureurs, parce que ce n'est pas les particuliers qui au début vont acheter papier de titrisation. Alors, je reste très optimiste, Alexandre. J'ai quand même lu dans Le Point l'interview de la présidente de la commission des finances du Parlement. Ça m'a un peu refroidi, parce que j'ai senti qu'elle n'était pas complètement en faveur du sujet. Il faut bien voir qu'en fonction de ce que va proposer la commission, ça va aller au Parlement. Donc le travail n'est pas complètement fini, et je crois que chez Europlace, mais c'est vrai dans toutes les maisons qui sont représentées ici, le vrai sujet que l'on a en Europe, c'est un sujet de time to market. Tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Et je crains, malheureusement, je le dis devant le gouverneur, c'est que les rapports du gouverneur Noyer, de Mario Draghi, etc., sans le choc de l'élection américaine, je pense que la moitié de ces rapports étaient déjà dans des placards poussiéreux à Bruxelles, malheureusement. Bon, faut remercier Donald Trump. Vous nous mettez-nous quand même en perspective ce que ça pourrait apporter ou représenter en termes de volume. C'est considérable, parce que je dirais, la titrisation, ça a 2 objectifs. D'abord, c'est d'alléger les bilans des banques, alors qu'aujourd'hui, on est parti, je pense, vers un système où l'Amérique fera Bâle 3 au mieux à capital égal, puisqu'aujourd'hui, le lobby bancaire américain, après avoir obtenu la nouvelle patronne de la supervision, qui est la sous-gouverneure de la Fed, c'est que Bâle 3 se fera sans augmentation de capital pour les banques. Donc du coup, les banques américaines sont parties dans un nouveau combat, à juste titre, qui est d'essayer d'avoir un Bâle 3 endgame avec une baisse du capital. Ils ont raison, parce que s'ils y arrivent, tant mieux. L'Angleterre s'est mis en pause et a décidé d'attendre un petit peu, de voir un peu ce qui se passe. Donc jusqu'en 2027-28, il ne se passera rien à Londres sur ce sujet-là. Nous, je crois que les discussions, entre autres, que la FBF, la FBE a avec la Commission, sur le plus gros sujet, qui est le sujet du FRTB, on devrait obtenir 2027, mais après 2027, il faut complètement redétricoter les textes et repasser dans le trilogue. Donc il y a quand même un enjeu majeur, et la titrisation, au-delà des contraintes bancaires de capital pour les banques, c'est quand même un moyen de financer l'économie, parce que ça libère à chaque fois du capital qui peut être réemployé pour financer l'économie. Et je crois que là-dessus, sur la tribune, quand j'entends mes collègues de mondes différents, assureurs, etc., ou banques centrales, on est tous d'accord que le problème de l'Europe, ça va être de financer sa transition énergétique, la transition digitale, la défense, et une économie qui reste un peu faiblarde quand même. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, lu avec beaucoup d'intérêt l'interview de Sławomir Krupa, là, le président de la FBE et directeur général de la Société Générale, où il dit on est pour la résilience, mais pas au prix de la croissance. Et aujourd'hui, l'Europe a quand même un peu privilégié la résilience au détriment de la croissance. C'est pour ça que la titrisation résiliente, je vais essayer de trouver le dictionnaire qui donne la bonne définition. Christian Noyer, que vous inspire la notion de titrisation résiliente ? Beaucoup d'inquiétudes comme Alain Papias. Enfin, la titrisation, c'est pas très compliqué. D'abord, les chiffres, parce que vous demandiez des chiffres. On fait aujourd'hui à peu près en Europe 150 milliards par an de titrisation. Si on était resté en phase avec ce qu'on faisait avant la grande crise financière, on serait à 450 milliards. Si on avait suivi l'évolution depuis la crise financière du Japon, du Canada, de l'Australie, on serait à 600 milliards par an. Donc je parle d'un delta de 450 milliards à rapprocher aux besoins d'investissement supplémentaires par an pour la transition énergétique, la transition digitale, etc., les besoins de financement de la défense qui sont entre 800 milliards et 1000 milliards par an. Donc on est sur un ordre de grandeur qui est une partie de la réponse. Et comme je l'ai dit au Parlement européen, si on ne le fait pas, on est sûr de ne pas être capable de financer les transitions. Alors ça, c'est certain. Donc c'est vraiment un moment existentiel où on veut financer les transitions, où on ne veut pas. Ça a du mal à passer, semble-t-il, dans certains esprits, mais c'est quand même ça la réalité. Alors, deuxièmement, il n'y a pas besoin de réinventer
d'aller sur la Lune ou de réinventer des choses extraordinaires. Il suffit de faire ce qu'ont fait les Japonais. Il suffit d'être aussi intelligent que les Japonais. Qu'ont fait les Japonais après la grande crise financière? Ils ont transposé les règles qui avaient été édictées en urgence pour restreindre la titrisation, le temps qu'on comprenne ce qui s'était passé aux États-Unis et d'où venait le problème. On a d'ailleurs depuis identifié que c'est un problème purement américain d'origination aux États-Unis et pas du tout un problème dans le reste du monde. Personne n'a perdu, à ma connaissance, 1 centime sur les titrisations européennes depuis la nuit des temps. Donc il faut arrêter de se faire peur. Mais les Japonais ont fait comme nous, ils ont pris des bonnes réformes, c'est-à-dire l'interdiction de la retitrisation, là, les produits Square Cubes qu'on a bien connus à ce moment-là. Ils ont obligé à la rétention d'une tranche par les banques originatrices. Ils ont mis en place une supervision des agences de notation et ayant fait ça, ils ont dit nous avons fait maintenant les bonnes réformes, eh bien on oublie les mauvaises réformes à l'expérience faite dans l'urgence de pénalisation des instruments titrisés par rapport au risque du sous-jacent. Donc ils ont complètement oublié les règles de Bâle qui pénalisaient ces opérations. Ils n'ont rien fait sur les investisseurs, les assureurs. Et donc, ce que j'ai dit dans le rapport, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Faisons comme les Japonais. Il n'y a pas besoin de réinventer quoi que ce soit. Et je vous assure que si on fait ça, demain matin, la titrisation va partir à toute vitesse. Imen Ramouni, sachant que la BCE s'est portée en soutien du marché de la titrisation à un moment donné. Oui, tout à fait. Et je pense que ce que disait le gouverneur est très vrai. C'est-à-dire que la grande crise financière, elle avait un petit peu stigmatisé la titrisation comme instrument sur les marchés financiers. Et je pense qu'il aurait fallu faire beaucoup plus pour justement la déstigmatiser après la crise. La BCE y a contribué. Donc nous, quand on a lancé les programmes d'achat, donc en 2014, les ABS, donc les Asset Backed Securities, les titrisations, ont été parmi d'ailleurs les premiers actifs que l'on a achetés. Et on a continué à en acheter pendant tout le temps où ces programmes d'achat étaient en place, jusqu'en 2022. Et aujourd'hui, on les prend également en collatéral pour les opérations de refinancement de la Banque centrale. Donc ce sont des produits qui sont, je dirais, totalement sûrs. On parlait d'actifs sans risque, mais c'est des produits sûrs aussi quand ils sont bien conçus. Et je pense qu'effectivement, les expériences réussies d'autres pays qui ont réussi à revigorer ce marché de la titrisation devraient nous inspirer. Et enfin, bon, je pense que ce qui se passe aussi en Europe, on ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai qu'on a plusieurs modèles pour utiliser les pools de créances. Donc on a aussi un modèle qui s'appelle les covered bonds, où on laisse sur le bilan des banques. Et là, mais avec les covered bonds qui ont été plus, je dirais, qui ont connu un destin un peu plus développé, on n'enlève pas les actifs du bilan des banques. Et puis en plus, on les restreint à un type d'actifs vraiment particulier, qui sont en gros les prêts immobiliers et puis les prêts au secteur public. Or, on a besoin de cette titrisation pour faire quelque chose de beaucoup plus large. Et elle devient intéressante économiquement en plus aujourd'hui en termes de rémunération de l'investisseur. Simplement, on a parlé d'approche globale tout à l'heure. On peut faire une réforme de la titrisation, une relance, alors à voir où on atterrira, sans bouger les curseurs côté assureur, par exemple. Maya et puis oui, France. On a beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet, justement. C'est assez symptomatique parce qu'en réalité, c'est une réforme à la fois nécessaire pour créer une nouvelle classe d'actifs et pour faire croître à la fois la taille des marchés et le type de produits auxquels les investisseurs peuvent accéder. C'est quelque chose qui s'est fait ailleurs et pourtant, il a fallu mobiliser des chefs d'État et de gouvernement pour réussir un tout petit peu à ouvrir les portes. Et en réalité, ce qui est extrêmement important, effectivement, c'est de ne pas surpromettre que c'est quelque chose qui va complètement bouleverser le marché, parce qu'en pratique, ça va l'amplifier, mais ça ne va pas le bouleverser.
et de trouver les moyens d'intéresser effectivement, ou plutôt de ne pas désintéresser les assureurs avec un cadre adéquat, là encore, à la prise de risque. Donc en fait, on a vraiment travaillé à la fois sous l'angle, finalement, la règle prudentielle pour les banques, la transparence, parce qu'en fait, beaucoup de questions issues de la crise de 2008 étaient aussi liées à la transparence et au reporting, mais sans aller justement vers les excès, donc le processus plus fluide. Et puis l'acceptation par les assureurs, non pas de manière automatique et obligatoire, parce qu'on ne force pas à en acheter, bien évidemment, mais pour donner des règles de prise de risque, qui correspondent à la prise de risque économique effective. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a eu des propos assez clairs du monde de l'assurance en Europe sur le fait que c'était un plus dans le marché, une opportunité de plus pour investir du côté des assureurs. Florence. Oui, effectivement, le métier de l'assureur, c'est de faire de la gestion active-passive, donc de prendre des engagements vis-à-vis de ses assurés, soit en assurance vie, en assurance de dommages, en assurance de responsabilité, en construction, etc., avec des engagements qui peuvent être extrêmement longs. Et tout le savoir-faire de l'assureur, c'est bien justement d'imaginer un actif en face qui va lui permettre à tout instant d'être capable d'honorer les engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses assurés, y compris dans des situations de stress intense, puisque on peut avoir des épisodes avec des risques climatiques qui explosent, avec du cyber-risque qui peut lui aussi exploser. Donc c'est ça le métier de l'assureur. Et donc plus il y a de classes d'actifs qui sont accessibles, je dirais, mieux c'est. Maintenant, il ne peut pas y avoir d'engagement dans la mesure où ça dépend de la conformation de chaque passif d'assureur, donc en fonction des engagements qu'il a déjà pris. Et puis, il y a également cette question qui nous dépasse tous, puisque elle est gérée par nos autorités de contrôle européennes, qui est la charge en capital sur ces instruments de titrisation. Et on a parlé tout à l'heure de la charge en capital sur les actions, qui est effectivement assez élevée, voire très élevée, et surtout quand c'est des actions non cotées dans Solvabilité 2. Il y a ce compartiment dit LTEI, c'est-à-dire que si on s'engage à les garder sur le long terme, et là il a fallu des années et des années de discussions pour essayer de rabaisser un tout petit peu la charge, moyennant un engagement de durée extrêmement longue. Là, on est qu'au tout début des discussions avec notre autorité européenne, et donc là effectivement je crains que ça prenne encore un peu de temps, et notre sujet, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, c'est vraiment le time to market en Europe. Alors il y a un autre thème qui a été mis en avant notamment dans les rapports de l'an dernier, c'est que pour avoir une union effective, il faut une supervision unique des marchés, une sorte de Securities and Exchange Commission à l'européenne. Et l'observateur que je suis a l'impression que le dossier avance peu. Christian Noyer, est-ce qu'on peut vaincre les blocages politiques ? Bon, c'est vraiment le domaine où il y a le plus de blocages politiques, malgré tout ce qu'on vient de dire sur les autres sujets. Pour être très franc, il y a à la fois l'expression d'un nationalisme, notamment d'un certain nombre de petits pays qui ont peur de tout perdre, sinon même plus la supervision en termes de contrôle de ce qu'ils pensent être le contrôle de leur secteur financier. Alors, ils ne se rendent pas compte que ça prive leurs entreprises d'un accès à des poules de financement beaucoup plus larges, ou leurs particuliers d'accès à des produits beaucoup plus larges. Mais il y a vraiment une crainte un peu innée qu'il faut surmonter. Je pense qu'on a... Je devrais dire d'abord, la Commission, consciente de ces difficultés, parce qu'elle s'est heurtée à ça depuis des années, a lancé un questionnaire qui est très compliqué, très long, mais qui a l'avantage de très bien couvrir ça et d'être en lui-même un peu didactique. Ce que nous avions avancé dans le rapport, c'est deux idées. La première, c'est qu'il y a des cas où la supervision européenne devrait s'imposer d'évidence. Et c'est notamment le cas des infrastructures systémiques et cross-border. Parce que là, on est dans une circonstance où, d'abord, il n'y a pas du tout de lien entre le risque d'un accident, qui est quand même un
tel risque extrêmement éloigné et peu probable. Mais si jamais il y avait un accident sur une de ces infrastructures, notamment chambre de compensation ou système de règlement livraison, ce n'est pas l'État du siège qui serait financièrement amené à payer, ce sont les participants de premier rang. Les participants de premier rang, ils sont tous sauf localisés dans ce pays. Enfin, il peut y en avoir un ou deux, mais ils sont essentiellement, ils viennent de tous les autres pays européens, notamment de France, parce qu'on a des grandes maisons actives sur ces différentes infrastructures, des banques américaines ou de bien d'autres pays. Donc il est clair que là, on est dans un cas où la responsabilité collective devrait s'imposer. Et d'ailleurs, quand on a négocié un droit de co-surveillance d'infrastructures à Londres, c'est évidemment l'ESMA qui en a été chargé. Par ailleurs, il y a un paradoxe qui est que sur ces infrastructures, très souvent, c'est la Banque centrale nationale du lieu de résidence qui partage la surveillance avec le régulateur de marché, alors que c'est un cas typique où ça devrait être la BCE. Donc on est vraiment dans un cas qui s'impose presque de lui-même. Alors il y a encore la résistance de 2 ou 3 États membres sur cette idée, mais je suis assez optimiste sur le fait qu'on va réussir. Sur le reste, c'est plus compliqué. Les acteurs de marché et les produits. Parce qu'aujourd'hui, quand un asset manager localisé dans un pays crée un fonds dans ce pays ou dans un autre pays et veut un fonds européen du type UCIT, Welsi, n'importe quoi, et veut ensuite le commercialiser partout, il a des diligences à faire dans l'ensemble des pays pour le commercialiser, ce qui est le contraire de la libre circulation en quelque sorte. Parce que chaque pays a rajouté des petites choses qui empêchent la véritable unicité du marché. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est la façon de progresser. Et nous, on avait proposé que ce soit optionnel, un 29e régime optionnel. Ça peut être autre chose. Mais là, on sent que les progrès vont être plus compliqués, mais qu'il faut qu'on arrive à progresser. Philippe Sedbon, là-dessus, vous êtes en demande, j'imagine? Oui, bah, je crois que on parle de transition, faire décoller la croissance européenne, financer les transitions, améliorer la compétitivité. Donc en réalité, on se dit comment on rejoint finalement les meilleurs du monde. On a cité le Japon, on a bien entendu les États-Unis en tête, non pas dans leur modèle, mais au moins dans leur capacité à faire croître leurs entreprises pour le bénéfice de l'ensemble. Cette morcellisation de l'Europe, c'est une réalité. Et donc les grandes sociétés de gestion d'actifs dont on parlait à l'instant, mais c'est quand même, on est quand même une zone de gestion d'actifs importante. La France est le leader européen, Europe continentale, de la gestion d'actifs. Et donc les grandes sociétés de gestion, je vois mes collègues d'Amundi dans la salle, je ne vais pas parler de la mienne, mais ou BNP ou autres, pour parler des plus grandes françaises, mais il y en a d'autres, sont évidemment intéressés à actionner ce levier de simplification et d'efficacité. Pas que simplification, et d'efficacité. Et donc on ne peut pas imaginer qu'on continue encore longtemps à adresser le marché européen de façon morcelée comme il est là, et en face une industrie toute puissante qui travaille avec un régulateur, une banque centrale unique. Alors, heureusement, on l'a, mais vous avez parlé de renforcer justement la référence euro et autres. Tout ça participe à, donc allons vers ça, allons-y de façon déterminée, mais allons-y de façon pragmatique. Hein. Pas encore d'usine à gaz, s'il vous plaît. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que avoir un lead superviseur pour les quelques grandes sociétés de gestion européennes, en tout cas toutes celles qui sont intéressées à pouvoir commercialiser leurs produits ailleurs, à créer des produits qui adaptés à, et sera assurément une avancée majeure. Mais je termine avec cette remarque-là, toujours dans l'intérêt
des investisseurs, pas que du financement des entreprises. Il se trouve que, miracle, lorsqu'on parle d'investissement en actions, lorsqu'on parle de titrisation, lorsqu'on parle de trucs, tout ça, tous ces instruments-là financent l'économie à très long terme, à moyen terme, à court terme et à très court terme. Il se trouve que c'est vos besoins, c'est nos besoins. On a besoin d'épargner et d'investir à court terme, à moyen terme et à très long terme. Eh bien, faisons se rencontrer les deux avec cette approche globale que je me permets d'insister à nouveau. Ce n'est pas le financement de l'économie contre l'épargnant, ce n'est pas l'épargnant contre le financement de l'économie, c'est tous ensemble parce que ce sont les mêmes. Merci. On a évoqué le time to market, on va conclure avec cette notion. Dans le rapport Draghi, il y avait des points qui insistaient lourdement sur la lenteur du processus de décision européen, sur la gouvernance européenne. Maya Attig, est-ce que voilà, ces processus, est-ce qu'on fait depuis quelques mois, malgré les avancées qu'on a évoquées, vous semble adaptés à l'urgence du défi qui nous est posé? Alors, je pense que si je dis mais oui, bien sûr, c'est tout à fait adapté, tout le monde se demandera vraiment sur quelle planète je vis. Non, je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce que peuvent faire les entreprises, les ménages aussi dans leurs propres décisions, et puis les acteurs, cette partie spécifique des entreprises que constitue notre secteur financier, indépendamment de toute règle. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avant que les règles ne soient modifiées, sans que les règles ne soient modifiées. Mais en fait, on ne peut faire ces choses-là, utiliser au maximum les potentialités données par les textes, que si le sens des décisions publiques est clair. Autrement dit, si on croit les autorités européennes, et moi je les crois, quand elles disent on veut aller vers plus de compétitivité, on veut aller vers plus de simplicité, vers plus de performance, vers du pragmatisme, vers de l'effet, de la souveraineté, de l'effet des règles que nous allons adapter, que ça ait de l'effet sur l'économie européenne, qu'on soit moins dépendant du reste du monde pour tout ça. Si on les croit, en fait, il y a déjà un certain nombre de choses qu'on peut faire. Par exemple, aujourd'hui, on a une pelletée de règles sur l'information à donner aux épargnants. Quand ces règles ont été élaborées, on a tous dit que ça allait être compliqué, que bien entendu tout était faisable, mais qu'il y avait une bonne partie qui était idiote. Il y a des tas de choses faisables et idiotes. Bon, on les a faites, on constate que c'est idiot au bout de je ne sais pas combien d'années. Bon, on va revenir dessus, promis juré. Et c'est vrai que le processus, assez naturellement, le processus de décision, la gouvernance, ça va mettre, quand c'est rapide, quelque chose de rapide, je crois que ça met 12 mois. Quelque chose de rapide et qui profite aussi aux autorités publiques, comme récemment les règles qui ont revu le Net Stable Funding Ratio, qui allait pénaliser très très fortement le marché du prêt-emprunt sur titre d'État. Tout ça, ça pénalisait, c'est des règles qui pénalisaient très fortement, potentiellement, les banques centrales, les émetteurs de dette publique et tout. Donc, mais vraiment, énorme urgence, énorme importance. Ça a mis 1 an entre le moment où la sonnette d'alarme, je suis gentille, non ? 18 mois. Bon. Entre le moment où la sonnette d'alarme a été tirée et le moment où ça sort au journal officiel. Bon, ok. Les autres mesures, ça va mettre peut-être, je ne sais pas, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mais si le sens est clair, je pense que ça permet déjà aux acteurs, d'abord, de se préparer sur la titrisation. C'est quand même beaucoup de tuyaux à mettre en place, de réflexions à faire sur les bons portefeuilles, tout ça. Ça permet à tout le monde finalement de se projeter plus facilement dans un univers qui sera plus simple. Ça permet aussi de ne pas systématiquement anticiper un durcissement des règles. Parce que ça, en fait, l'histoire des règles, et ça date de avant 2008, l'histoire de la réglementation européenne depuis, je dirais, 2004-2005, c'était un durcissement permanent des exigences financières. Ça n'a pas d'ailleurs empêché la crise de 2008. Voilà. Un durcissement permanent et une protection énorme, mais une protection conçue comme on va donner plus d'infos, on va donner plus de pouvoir, etc. Et en fait, ça ne rend pas service à la fin en termes d'offres. Donc, si on anticipe que ce mouvement, on est en train de revenir dessus, c'est-à-dire de conserver des atouts qui sont la transparence, la qualité, etc., la clarté, mais que finalement, on va vers de la compétitivité et la simplicité, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se faire. Par ailleurs, alors là, il y a quelque chose qui est encore plus lent que la gouvernance, c'est la psychologie.
Alors, on a été habitué, je relisais ce fameux discours de monsieur Fabius, où il parlait des conditions de succès de l'Union des marchés de capitaux, en disant qu'il y avait un environnement public favorable, réglementaire et fiscal, et puis des règles de transparence, de sécurité, de protection. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu averse au risque, la protection contre le risque. Je pense que l'idée qu'on devient tous un peu plus ouverts à ce risque, ça c'est quelque chose qui peut prendre des dizaines d'années. Je parle de nous en tant que monsieur, madame, tout le monde, en tant qu'épargnant. Donc tous les signaux qui peuvent être donnés dans ce sens-là, ça permet de donner du temps sur cette psychologie. Le label Finance Europe, je crois, mais aussi tout ce qui s'est fait en matière de financement de la défense, etc., ce sont des choses qui visent d'une part à redonner une visibilité à des sujets qui avaient été perdus de vue et donner des signaux, le signal. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça peut raccourcir l'horizon auquel la psychologie change. Les plus beaux textes du monde, les plus facilitants, etc., ne changeront pas forcément la défiance que certains ont à l'égard de l'investissement long. Mais je pense qu'on peut quand même accélérer ce mouvement, le simplifier, pas juste avec de l'éducation financière, ce qui est un peu la tarte à la crème pour dire il n'y a qu'à Faucon, on explique aux gens et puis ils vont comprendre et puis ils vont faire. Mais en fait, il y a des tas d'autres mesures. Par exemple, je dis un truc tout bête, mais il paraît qu'aujourd'hui, un électeur français sur 2 a plus de 50 ans. Que les plus de 60 ans représentent davantage que les moins de 40 ans dans le corps électoral. Alors si je considère grosso modo que le corps électoral c'est le corps des épargnants, ça veut aussi dire qu'il y a plus d'un épargnant sur 2 qui a plus de 60 ans. Et des personnes âgées ont moins d'appétence pour l'investissement long. Est-ce qu'il ne faut pas quand même leur en donner avec l'horizon peut-être de transmettre ces titres, voilà. Donc il y a toutes sortes de réflexions qui sont tout à fait passionnantes, qui heureusement ne dépendent pas que de la réglementation, parce que si on était tous là bêtement à attendre que les règles changent, il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas faites. Je pense chacun a en tête des projets qu'il a pu faire sans avoir à attendre une réglementation, sans pour autant aller contre les textes. Et donc je suis assez optimiste, malgré ce temps long des règles. Je pense qu'il y a une impulsion qui est donnée, qu'il faut se raccrocher, se rattacher à toutes les promesses qui sont faites en termes de compétitivité. Chaque fois qu'un commissaire est un peu lent ou mou sur ce sujet, je crois que notre vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, et la présidente von der Leyen remontent au créneau. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important. Et puis on voit bien que c'est une demande de toutes les entreprises qui ne sont pas du tout des idolâtres de ce qui se passe aux États-Unis, mais qui constatent qu'il y a un endroit où elles savent dans quel sens ça va. Malgré le côté erratique, elles savent que ça va dans le sens de la compétitivité, de la croissance et d'une forme de qualité de service. Voilà. Donc je pense que c'est extrêmement attendu. Eh bien, on va terminer sur ce message d'espoir. Merci beaucoup, merci de votre attention et merci à nos panélistes.